Pour 5 €, Théo le chauffeur vient de s'offrir les bras de 2 ouvriers. Le massacre peut commencer. Théo n'est pas le seul à y participer. Chaque jour, des centaines de camions se dirigent vers la plage de John Obey Beach, en Sierra Leone. Ils viennent piller son trésor, le sable. Enfin, du sable, il n'en reste plus beaucoup. Il y a encore 2 ans, cet endroit ressemblait à un petit paradis. Pour les ouvriers du bâtiment, les plages sont le dernier endroit où l'on peut acheter du sable. En Sierra Leone, les carrières sont épuisées. Alors les prix flambent tous les jours. On a acheté du sable à ces mecs, mais on s'est mal compris sur la quantité et sur le prix. Du coup, ils ne voulaient pas remplir mon camion. Maintenant, je dois donner 6 € pour le supplément de sable. La plage, ou tout du moins ce qu'il en reste, appartient à ce village de pêcheurs aux allures de bidonville. Les 6 € demandés en supplément serviront à la communauté. Depuis 2 ans, le poisson se fait rare. Alors préserver le littoral est le dernier souci de ses habitants. Nous n'avons pas le choix. C'est le seul job qu'il nous reste. Dans ce pays, le gouvernement est incapable de nous trouver du travail. Donc si un jour il nous demande d'arrêter l'exploitation du sable, cela reviendrait à nous dire « Allez voler pour survivre ». Dans quelques années, leur plage aura complètement disparu. Théo veut devancer les nuages qui s'annoncent. Il pleut beaucoup depuis ce matin. Et quand il pleut trop, la route devient très dangereuse et impraticable. Mais grâce à Dieu, on arrive à passer. En plus, le camion est chargé au maximum. Je dois faire encore plus attention. Il ne doit rien nous arriver. Si j'ai le moindre accident, mon patron me virera sur le champ. Tu comprends ? Dommage. Les nuages ont été les plus rapides. L'eau s'infiltre dans le sable, le camion s'alourdit. Regardez là-bas. C'est un pont qui est là depuis l'époque coloniale. Chaque fois que je passe ici, je suis inquiet. Théo transporte 14 tonnes de sable. Avec l'eau, son chargement pèse maintenant près de 20 tonnes. Vous voyez ce qu'on vit ici? La route est vraiment pourrie. Mais c'est comme ça, il faut travailler. Demain je reviendrai, je repasserai sur ce pont, parce que je n'ai pas d'autre choix si je veux survivre.
Avancez malgré les déluges. Passez et repassez là où le danger vous guette pour quelques euros. Le quotidien des Sierra Léonais n'est pas simple. Mais ils sont à l'image de leur emblème, le lion. Leur rage de s'en sortir ne faillit pas, malgré les fléaux qui frappent leur pays. Avec la guerre, le pays est passé au point mort. Tout s'est écroulé. Une guerre alimentée par l'une des principales richesses du pays, le diamant. Leur éclat a nourri la folie humaine. Vous voyez les petites pierres noires au centre, là? Ça montre que les diamants ne sont pas loin. Ici, tout le monde les surnomme les diamants du sang. Pour eux, 120 000 personnes sont mortes. Aujourd'hui, le pays compte 50% d'analphabètes. Il n'y a quasiment pas d'eau potable et l'électricité se fait plutôt rare. Quant à certains camions, vu leur état, ils pourraient prendre directement la route de la casse. Et pourtant, ils roulent jour et nuit. Et les chauffeurs préfèrent en rire. C'est vraiment la galère, mec. On est trempés. Voilà notre dîner. Juste un bout de pain. Pas de beurre, pas de fromage. Juste du pain. Grâce à la formidable volonté de ses habitants, le pays se relève petit à petit, même si chacun peste encore. C'est l'enfer cette route. C'est mauvais pour le business. Théo n'avance pas plus vite qu'un homme à pied, aux grandes dames de ses ouvriers. On n'a pas de vêtements contre la pluie. On n'a que des sweats comme ça, pour ne pas attraper froid. Les Sierra Léonais ont un dicton. La bonne humeur coûte moins cher qu'un manteau, mais donne autant de chaleur. Et apparemment, l'ouvrier a l'air bien réchauffé. Bien sûr que je garde le sourire. Vous savez, maintenant j'ai l'habitude. Ça fait plus d'1 an que je travaille dans ces conditions. Théo, lui, n'a pas l'esprit à la drague. Toute son attention est consacrée au camion. Et le bruit qui s'en échappe après 5 heures de route n'est pas bon signe. L'essieu arrière a cassé quand on a commencé cette descente. Vous ne pouvez plus avancer? Non, trop dangereux. Le camion est trop chargé et il nous reste un bon bout de chemin à faire. Il faut constamment se battre. S'il n'arrive pas à réparer, la sanction sera sévère. Théo perdra sa place. En Sierra Leone, un bon chauffeur, c'est aussi un bon mécanicien. Sans cela, il ne sert à rien. Dans le pays, la plupart des routes sont des pistes. Et il n'y a aucune autre alternative. Les trains ont cessé de rouler depuis les années 70, faute de moyens pour les entretenir. Quant à l'avion, il n'existe aucun vol intérieur. Reste le bateau, mais 90% du transport se fait par la route. La frontière qui scelle la Sierra Leone au Libéria ressemble à un champ de ruines. Les deux pays n'ont jamais été en conflit,
Mais tous les deux ont subi des guerres civiles dévastatrices. Aujourd'hui, le calme est revenu et la bonne humeur a refait son apparition. Si certains s'amusent, d'autres sont vraiment de mauvaise humeur, de très mauvaise humeur. Vandy dirige une entreprise de transport. L'un de ses chauffeurs lui a demandé d'apporter une pièce de rechange après avoir eu un accident. Mais de ne surtout pas s'inquiéter, car le camion roule encore. Seulement, voilà dans quel état il a retrouvé sa machine. Mais bon, apparemment, ce n'est pas vraiment la faute du chauffeur. Les freins ont lâché. Je conduisais vite et d'un coup, il y a eu un problème mécanique. Je n'avais plus de freins. J'ai commencé à faire des embardées et le camion s'est renversé. Ça a enfoncé le côté passager et le pare-brise a explosé. J'ai attendu 3 jours avant qu'on vienne me chercher. Je n'ai rien bu, rien mangé, rien fumé. Ça a été vraiment dur. Et ce n'est rien à côté de ce qui les attend, c'est-à-dire 150 km d'embûches et de stress pour rejoindre leur garage à Kenema. Avec sa cabine défoncée, le petit camion blanc n'est pas beau à voir, mais il reste un redoutable franchisseur. Tout le contraire du camion de Vandy. Seulement, c'est le seul qu'il avait sous la main pour venir dépanner son chauffeur. Comme vous pouvez le voir, la route n'est pas bonne. Ça va être compliqué d'atteindre notre destination avec ce camion. Là, il va falloir couper le contact pour que les mécaniciens puissent protéger le moteur. Ils vont recouvrir le filtre à air avec le sac qu'on a acheté à la frontière. Le moteur ne doit surtout pas prendre l'eau. C'est sûrement ce qui a dû arriver au camion là-bas. Il ne faut pas que l'eau entre dans le filtre à air. La prise d'air sur ce camion est vraiment basse et l'eau rentre facilement dedans. Vous voyez le camion là-bas? Il n'a pas bouché l'accès au filtre. Du coup, l'eau a dû entrer dans son moteur et maintenant, c'est foutu. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire pour traverser cette mare. Malin le coup du sac plastique. Et il en faut des astuces pour arracher les kilomètres. Surtout avec un camion équipé de vieux pneus, bien lisses, usés jusqu'à la corde. À chaque problème, Vandy a une parade. Mais sera-t-elle suffisante? En disposant les graviers là, le camion va rouler dessus et parvenir à grimper cette petite montée. Une petite montée
à fort potentiel de difficulté. L'essieu arrière est bloqué. L'ornière est trop profonde. Donc on l'a remplie de pierres pour gagner de l'adhérence. Les roues pourront s'appuyer dessus et on sortira de ce trou. C'est la meilleure méthode? Disons que c'est la meilleure méthode vu la situation. Personne ne peut nous sortir de là. Il nous faudrait un treuil. Go down now. Vandy et ses hommes se préparent à transpirer de longues heures. Ce n'est pas facile. C'est l'endroit le plus compliqué? Pour l'instant, oui. Mais après Zimi, il y a pire encore. Pire? Oui, juste avant Kenema. Ça peut durer combien de temps? Ça, on ne peut jamais savoir. Aux yeux de Vandy, la colline prend maintenant des allures d'Everest. À l'autre bout du pays, Théo, le transporteur de sable, tente de sauver sa tête. S'il ne parvient pas à réparer son camion, il sera tout bonnement viré, comme il dit. L'avenir de Théo s'éclaircit enfin. Le soleil vient illuminer son trajet et il est le bienvenu. Entre la pluie et la casse, Théo a perdu beaucoup de temps. S'il n'a plus de problème, il pourra faire un autre chargement de sable. Et lui et ses ouvriers empocheront 2 € supplémentaires. Seulement, rien de bon ne s'annonce à l'horizon.
Un tuyau est percé. Cette fois, un peu de colle devrait suffire. Pari gagné. Théo et ses hommes auront le temps d'effectuer une autre rotation de sable. Et du sable, la Sierra Leone en consomme énormément. Elle est en pleine reconstruction. Après 11 ans de guerre civile qui ont pris fin en 2002, la croissance est revenue. À Freetown, la capitale, les immeubles sortent de terre à vitesse grand V. Mais dans ce pays en pleine renaissance, l'argent vient souvent à manquer. Stoppant net les travaux. Fatimata et ses 7 enfants habitent une maison qui ne sera probablement jamais terminée. Mon mari est mort il y a quelques années déjà. Cet ami de mon frère a accepté de tous nous héberger. Sa maison n'est pas terminée. Elle est encore en travaux, donc c'est parfois difficile de dormir. Malgré ça, nous prions Dieu tous les jours pour le remercier de nous avoir trouvé ce toit. Venez avec moi, je vais vous montrer notre chambre. Un lieu insalubre, pour lequel Fatimata ne paye pas de loyer, contrairement aux 3 autres familles qui partagent l'endroit avec elle. Ce n'est pas trop rangé, mais ne faites pas attention. Cette chambre, ou plutôt ce placard de 8 mètres carrés, était la seule disponible. Vous voyez là, c'est notre lit. La nuit, on y a très froid. En plus, il y a des fuites partout. On est obligé de faire très attention. Pendant la saison sèche, il fait très chaud à l'intérieur de la maison. Et pendant la saison des pluies, il fait horriblement froid. Regardez les matelas, ils sont humides, ils commencent à moisir. Là, c'est pareil. Tout est humide, tout est pourri. L'eau inonde toute la maison et tout est trempé. Nos conditions de vie sont très difficiles, mais nous devons faire face. Nous n'avons pas d'autre choix. Fatimata ne se plaint pas. Elle garde espoir. Depuis peu, elle a trouvé un emploi, contrairement à la moitié des Sierra Léonais. Elle travaille avec ses 7 enfants à la carrière de Bobo. Ici, pas de concasseur ni de broyeur. Le granit est réduit à l'état de gravier à la force des bras.
Pour casser plus facilement les blocs de granit, nous leur mettons le feu. Pour bien chauffer la pierre et pouvoir en faire du gravier, on utilise des vieux pneus de camion. Enfin, le travail n'en est pas plus facile. Même chauffé, le granit reste extrêmement dur à casser. Une centaine d'hommes et de femmes s'épuisent ici tous les jours. Fatimata et ses enfants se trouvent en bout de chaîne. Mes enfants ne vont pas à l'école. Pourtant, ils devraient tous y être. À la place, ils viennent ici avec moi pour casser des pierres. On est obligé de faire comme ça. Nous n'avons pas le choix. Si on veut survivre, ils doivent m'aider ici. On ne gagne pas d'argent tout le temps. Parfois, on passe un mois ou deux sans gagner un seul centime. Et quand on parvient à vendre, on touche une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine d'euros. Ça dépend. Tout dépend aussi du bon vouloir d'un homme. Il règne en maître sur les forçats du gravier. La moindre contestation, et c'est l'exclusion de la carrière. Presque un droit de vie ou de mort. Amara, le contremaître, fait régner la terreur. C'est moi qui commande tout le monde ici. Tous ces gens sont sous mes ordres. C'est moi le chef. Je leur dis ce qu'ils doivent faire. L'homme est dur autant qu'il est malin. Il a vite compris que la reconstruction du pays allait faire exploser la demande en gravier. La carrière ne lui appartient pas, mais il a négocié le droit de l'exploiter. Cette carrière que vous voyez là, ce granit-là, il appartient à une compagnie de construction. Ils vendent des gros blocs de granit à l'extérieur. Et ceux qu'ils ne vendent pas, ils nous le laissent. Vous achetez le granit? Non, c'est gratuit. Entièrement gratuit. Une très bonne opération pour Amara. Avant la guerre civile, il faisait bon vivre en Sierra Leone. Le pays se développait bien, on vivait bien, on avait un bel avenir devant nous. Avec la guerre, le pays est passé au point mort. Tout s'est écroulé. Maintenant, on essaye juste de survivre, mais c'est vraiment très dur. Se relever de 11 ans de guerre civile prend du temps. D'autant plus que les moyens de l'État sont limités. Absence de services publics et corruption galopante plombent le pays. La route qui relie la Sierra Leone au Libéria est un axe de commerce majeur entre les deux pays. Et pourtant, il est quasiment impossible de circuler à la saison des pluies. Vandy et sa petite entreprise de transport en souffrent tous les jours. Cela fait maintenant 4 heures qu'il essaie de passer cette côte. Et son deuxième camion est trop endommagé pour le sortir de ce pétrin. Peut-être qu'il pourra les tracter. Espoir de courte durée. En Sierra Leone, l'entraide ne semble pas de mise. Les voyageurs pensent d'abord à eux.
Vous allez passer par là avec votre voiture? Oui. Et vous êtes sûr que c'est possible? Oui, si j'enlève la terre, là, ça va passer. Son chauffeur s'élance. Passage réussi, mais le chauffeur refuse d'essayer de sortir le camion du bourbier. En Sierra Leone, c'est chacun pour soi. On est soulagé parce qu'on pensait vraiment passer notre journée ici. Parfois, on peut mettre plus de 5 heures pour atteindre notre but. Pour combien de kilomètres? Bah, pour parcourir seulement 150 km. Chaque fois que j'emprunte cette route entre le Liberia et la Sierra Leone, je souffre. Je passe ici depuis des années et c'est toujours la même chose. Le gouvernement ne fait rien. Depuis combien de temps vous empruntez cette route? Depuis 10 ou 15 ans. Et ça n'a pas changé? Non, les routes sont toujours aussi mauvaises. C'est compliqué pour tous les gens qui doivent passer par ici et pour leur business. Énième tentative de la journée pour Vandy. Cette fois-ci, ces hommes ont tapissé plusieurs mètres de piste avec des pierres et des branches. Mais à 15 mètres du haut de la côte, les roues du camion n'agrippent plus. Il faut tout recommencer. Il est bientôt 11 h. Et on est parti à 6 h du matin. Du coup, on n'a fait que 13 km en 5 heures. Les taxi-brousses bloqués n'osent pas passer. Leurs clients, trop serrés à l'intérieur, préfèrent affronter la pluie et assister au spectacle sans bouger le petit doigt. Sauf un. Sous la pression de cette autorité de passage, un taxi accepte de leur prêter une sangle. Mais les taxis refusent de tirer le camion, alors les hommes s'y collent. Comme un pied de nez à Vandy, le chauffeur du camion blanc passe sans problème, là où son patron a mis 5 heures. Une petite douche, et c'est reparti. Il y a toujours de l'action sur cette route. Vous n'en avez pas marre? Un peu.
On met beaucoup de temps pour aller d'un point à un autre. C'est long, mais voilà, c'est comme ça. Le seul problème, c'est qu'on abîme beaucoup nos camions. Mais bon, c'est une des routes où on gagne le plus d'argent en Sierra Leone. On ne gagne pas autant ailleurs. C'est quoi? De la viande. À partir d'ici, il n'y a plus de gros villages. Donc c'est le dernier endroit où tu peux acheter à boire et à manger. Si tu loupes ce village, t'es mal. La guerre civile n'est pas la seule responsable de la pauvreté qui règne en Sierra Leone. 12 ans après le cessez-le-feu, un autre fléau a stoppé net la reprise de croissance du pays. Entre 2014 et 2016, le virus Ebola a fait des ravages. Près de 4000 morts. C'est moi qui conduisais l'ambulance pendant la crise Ebola. On était 4 en tout, pour couvrir tout le district de Kelaoun. Durant la crise, j'ai envoyé toute ma famille loin d'ici. Je suis resté seul ici, tout seul. Parce que vous aviez peur de contracter le virus Ebola et de les contaminer? Oui, parce que j'allais partout où il y avait Ebola. Partout. Pour contenir l'épidémie, le gouvernement instaure un couvre-feu dramatique pour les Sierra-Léonais. Fermeture des écoles, interdiction de se regrouper à plus de 4 personnes, empêchant ainsi les récoltes de riz, manioc et patates douces. Mais la pire de toutes a été l'interdiction de circuler. La vie économique s'est arrêtée. Depuis que le virus Ebola a disparu, le pays s'est remis à vivre. Comme toujours en Afrique, rien ne se perd, tout se transforme. Les combinaisons jaunes que portaient les médecins à l'époque servent maintenant à se protéger de la pluie. Yoko et son frère Bondi ont eu la bonne idée de lâcher leur épicerie pour devenir taxi-brousse. Combien de personnes dans la voiture? 12 personnes. C'est bon pour 12? Oui, c'est OK. Enfin, la voiture est prévue pour 7 personnes, mais les deux frères en entassent 12, sans compter les enfants, bien sûr. Au total, 17 personnes, mais il reste un peu de place pour... Dans la région, les taxis ne sont pas nombreux. Alors quand un 18e client se présente, personne ne proteste. Pendant l'épidémie d'Ebola, c'était très dur pour nous. Notre business était au point mort. On ne pouvait plus rouler. Il n'y avait plus de mouvement.
Seuls les camions de marchandises pouvaient circuler. De gros camions amenant de la nourriture à la population. Et pas de taxi. Non, pas de taxi non plus. Yoko et Bondy desservent tous les petits villages qui longent la piste. Mais les passagers ont intérêt à avoir le cœur bien accroché. On est en train de souffrir. Tout le monde souffre ici. En fait, comme les routes sont en mauvais état, il y a très peu de taxis. Et donc on a beaucoup de passagers. Et comme on peut toujours remplir le taxi, je ne demande que 5 € par personne. On est serré comme ça parce que la route n'est pas bonne. Si la route était bonne, il y aurait plus de taxis et donc on aurait plus de place. Il y aurait des bus, ce serait sûrement plus rapide et moins cher. Mais vous n'avez pas le choix? Non, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre ces taxis pour se rendre à Kenema. Yoko et Bondy mettront près de 5 heures pour parcourir dans leur machine à laver roulante les 108 km qui les séparent de Kenema. Vandy, lui, enchaîne les galères. 18 heures de route et son convoi de camions n'en est qu'à la moitié du parcours. Ça va? Non, ça ne va pas trop. Pourquoi? J'ai trop froid. Au final, c'est peut-être lui le mieux loti. Confortablement installé et à l'abri de la pluie. Contrairement aux hommes de la cabine, ils n'ont pas de pare-brise, ils prennent une bonne douche. C'est vraiment la galère. Je suis trempé. Voilà notre dîner. Juste un bout de pain. Pas de beurre, pas de fromage, juste du pain. Là, on est vraiment en train de souffrir. Il fait nuit, il pleut. Le camion n'éclaire pas beaucoup. Là, on souffre vraiment trop. C'est dur.
L'histoire se répète pour Vandy et ses hommes. Comme ce matin, ils se retrouvent face à une côte qui est une vraie patinoire. Mais ce qui tracasse le plus le chauffeur, c'est le fossé qui longe la route. Si j'arrive bien droit, en maîtrisant bien mes roues, avec les graviers, on devrait passer, comme tout à l'heure. On va en mettre tout le long, et on ne devrait pas glisser. Le gravier ne sera pas suffisant? Non, c'est plus compliqué ici. Le camion est en mauvaise posture. Il pourrait se renverser. Pour empêcher son camion de basculer, Vandy n'a qu'une seule solution: renforcer le bas-côté de la piste. Beaucoup de véhicules empruntent cette route. Des grands, des petits. Les ornières s'agrandissent. Et tout le monde utilise des pierres pour passer. Les suivants recommencent et déplacent les cailloux. Chacun fait ce qu'il peut pour avancer. Les hommes sont à bout. En bon leader, Vandy les motive. Il faut absolument qu'on trouve le moyen de sortir de là. On a vraiment envie d'y arriver. On ne peut pas dormir ici. On n'a pas le choix. On doit continuer notre route. On a trop souffert. Beaucoup trop souffert. Et là, j'ai vraiment très faim. Froid aussi. Mon corps est gelé.
Après 24 heures et 150 km de souffrance, le convoi arrive enfin. Littéralement, Sierra Leone veut dire la colline du lion. Une part de la bête sommeille en ses habitants. Tous se battent avec la même rage pour vivre et reconstruire leur pays.